Vous ne pouvez pas partir. Le murmure de l'employé était plus fort qu'un cri. Je me tenais au comptoir de la préfecture, serrant 11 € et un avis d'expulsion, attendant un tampon sur mon passeport pour pouvoir accepter un emploi de concierge. Au lieu de cela, le cri entre nous a pris la forme d'une lumière rouge, violente et pulsante. Un stroboscope d'alarme silencieuse a commencé à tourner sur le mur. 2 gardes armés se sont avancés, les mains sur leurs étuis. « Madame », a dit l'employé, les mains tremblantes, « ce numéro de sécurité sociale appartient à un enfant décédé en 1991. » Mon monde a basculé. Morte ? J'étais juste là, debout. Mais avant que je puisse protester, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Un homme dans un costume noir élégant en est sorti, traversant le périmètre armé comme si le bâtiment lui appartenait. Il n'a pas regardé les gardes. Il m'a regardé droit dans les yeux avec une expression qui m'a terrifié plus que les armes. C'était de la reconnaissance. Il s'est arrêté à 60 centimètres de moi et a prononcé 3 mots qui ont effacé toute mon existence. « Bon retour, Léa. Si vous découvriez que votre vie entière était bâtie sur un mensonge, prendriez-vous la fuite ou resteriez-vous pour découvrir qui vous êtes vraiment ? Je n'ai pas fini dans une cellule de garde à vue. On ne m'a pas menotté à une table en métal boulonnée au sol. Au lieu de cela, l'homme en costume, Monsieur Moreau, m'a conduite dans un bureau calme et insonorisé qui sentait le café cher et le cuir. Il ne m'a pas allumé droit. Il m'a versé un verre d'eau glacée et l'a posé sur le bureau en acajou avec une douceur qui m'a semblé étrangère. « Buvez », a-t-il dit. « Vous êtes en état de choc. » J'ai pris le verre, mes mains tremblaient si fort que les glaçons s'entrechoquaient contre le bord. J'avais 32 ans. J'avais passé les 14 dernières années à récurer des sols, à servir des tables et à esquiver des avis d'expulsion, croyant n'être rien de plus que la belle-fille non désirée d'un commissaire de petite ville. Je croyais être Sophie, l'erreur, le fardeau. Moreau a fait glisser un dossier sur le bureau. Il ne l'a pas ouvert. Il a simplement posé sa main sur la couverture. « Nous vous cherchons depuis 3 décennies, Léa », a-t-il dit doucement. Il a ouvert le dossier. À l'intérieur, il n'y avait pas de photo d'identité judiciaire. C'était un rendu numérique, une photo de vieillissement simulé d'une jeune femme. Elle avait mes yeux, ma mâchoire, mon nez exact. Mais elle n'avait pas l'air fatiguée, elle avait l'air aimée. « Voilà à quoi vous auriez ressemblé si vous n'aviez pas été enlevé », a-t-il dit. Votre nom est Léa Dubois. Votre famille a fait fortune dans les vignobles bordelais, mais elle échangerait chaque domaine qu'elle possède juste pour revoir ce visage. Vous avez été enlevé dans le parc Monceau en 1991. La pièce s'est mise à tourner. Je me suis agrippé aux accoudoirs du fauteuil en cuir pour ne pas m'envoler. Enlevé. Le mot aurait dû me terrifier. Au lieu de cela, j'ai eu l'impression qu'une clé tournait dans une serrure que j'avais tenté de forcer toute ma vie. Soudain, la cruauté prenait tout son sens. J'ai pensé à Gérard, l'homme que j'appelais mon beau-père, le commissaire qui me disait que j'étais une ordure, qui me faisait dormir sur un lit de camp dans la buanderie pendant que sa fille biologique, Camille, avait la suite parentale. Je pensais qu'il me détestait parce que j'étais difficile ou parce que j'étais indigne d'être aimé, mais il ne me détestait pas parce que j'étais une mauvaise enfant. Il me détestait parce que j'étais une scène de crime. Les larmes ont commencé à couler, chaudes et rapides. Je ne pleurais pas de peur. Je pleurais du soulagement pur et immense que cela me procurait. Je n'étais pas brisé. Je n'étais pas un fardeau. J'étais un trésor volé que quelqu'un avait essayé de jeter. Moreau a semblé comprendre. Il a poussé un téléphone noir élégant sur le bureau vers moi. Vos parents, vos vrais parents, sont dans un jet privé. Ils atterrissent à l'aéroport du Bourget dans 20 minutes. Vous êtes en sécurité ici, Léa. C'est une juridiction de l'État. Personne ne peut vous toucher. J'ai regardé le téléphone. C'était une bouée de sauvetage. Pour la première fois de ma vie, le sol sous mes pieds semblait solide. Je n'étais plus la fille avec l'avis d'expulsion. J'étais Léa Dubois, et je rentrais chez moi. J'ai tendu la main vers le téléphone, mon doigt planant au-dessus de l'écran, prêt à passer l'appel qui mettrait fin au cauchemar. J'ai finalement baissé ma garde. J'ai finalement osé croire que le combat était terminé. C'était mon erreur. La porte ne s'est pas simplement ouverte, elle a explosé vers l'intérieur. Je n'ai même pas eu le temps de crier. 2 adjoints en uniforme ont fait irruption dans la pièce, les mains sur leurs armes, leurs bottes claquant contre le sol poli.
Et derrière eux, entrant d'un pas assuré comme s'il entrait dans son propre salon, se trouvait Gérard. Il ne portait pas les chemises en flanelle tachée avec lesquelles j'avais l'habitude de le voir. Il était dans son uniforme d'apparat de commissaire, l'insigne sur sa poitrine brillant sous les lumières du bureau. Il n'a pas regardé Moreau. Il m'a regardé droit dans les yeux, et ses yeux n'étaient pas en colère. Ils étaient morts. Éloignez-vous de la suspecte, a-t-il aboyé. Moreau s'est levé, se plaçant entre moi et les adjoints. C'est une enquête de la police judiciaire, commissaire. Vous n'avez aucune juridiction ici. Gérard n'a même pas scié. Il a claqué un papier plié sur le bureau en acajou. J'ai un mandat signé par un juge d'instruction il y a 10 minutes. Vol qualifié, accusation de crime. Il a pointé un doigt vers moi, un doigt qui avait piqué ma poitrine 1 millier de fois pendant mon enfance. Cette femme a volé pour 45 000 € de bijoux en diamant dans la chambre de ma femme avant de s'enfuir ce matin. Je la place en état d'arrestation. C'est un mensonge, ai-je crié, le choc finissant par se briser. Je ne suis pas allé chez vous depuis des années. Gardez ça pour le juge, a ricané Gérard. Il a fait un signe de tête à ses adjoints. Passez-lui les menottes. L'un des adjoints m'a attrapé le bras et l'a tordu derrière mon dos avec assez de force pour que mon épaule se déboîte. J'ai poussé un cri, la douleur m'aveuglant. Moreau a bougé pour intervenir, sa main se dirigeant vers sa propre veste, mais Gérard s'est approché, poitrine contre poitrine avec l'agent de la police judiciaire. Attention, agent, a dit Gérard, sa voix basse et dangereuse. C'est un crime de droit commun, des circonstances exceptionnelles. À moins que vous ne vouliez faire obstruction à une arrestation pour crime et que ce soit consigné, vous allez vous écarter. Vous pourrez l'interroger après que nous l'aurons enregistré à la prison départementale. Moreau a hésité. J'ai vu le calcul dans ses yeux. Il connaissait la loi. Il savait que, techniquement, un mandat local pour crime pouvait me faire sortir s'ils invoquaient un risque de fuite. Et Gérard le savait aussi. Il utilisait la bureaucratie comme une arme. L'acier froid des menottes a mordu mes poignets. Le clic de la serrure a retenti comme un coup de feu. Je n'ai rien volé, ai-je plaidé, en regardant Moreau. S'il vous plaît, ne le laissez pas m'emmener. Vous aviez dit que j'étais en sécurité. Le visage de Moreau était contracté par la fureur, mais il n'a pas dégainé son arme. Il ne pouvait pas déclencher une fusillade avec les forces de l'ordre local dans la préfecture pour un mandat concernant un crime contre les biens. Gérard avait parfaitement joué son coup. Gérard m'a attrapé le bras, sa poigne me meurtrissant. Il s'est penché près de moi, son souffle chaud contre mon oreille, sa voix un murmure que moi seul pouvais entendre. Je te l'avais dit, a-t-il sifflé. Je t'avais dit de ne jamais fouiller. Je t'avais dit de laisser tomber. Maintenant, tu vas mourir dans une cellule de garde à vue, Sophie. Tu te pendras avec un drap avant même que tes riches parents ne touchent le tarmac. Le sang s'est retiré de mon corps. Il ne m'emmenait pas en prison pour m'enregistrer. Il m'emmenait en prison pour m'exécuter. Avance. A-t-il crié, me tirant brutalement vers la porte. Le couloir s'étendait comme un tunnel, les néons devenant flous au-dessus de ma tête alors que les adjoints me traînaient et me poussaient à la fois vers les ascenseurs. Mes bottes ont dérapé sur le linoléum poli. La main de Gérard était un étau sur mon biceps, ses doigts s'enfonçant dans la chair tendre entre le muscle et l'os. Cette poigne, je la connaissais. Ce n'était pas la première fois qu'il me faisait sortir de force. Soudain, le couloir de la préfecture s'est dissous. J'avais de nouveau 18 ans, debout sur le porche de la seule maison que j'ai jamais connue, serrant un sac poubelle rempli de mes vêtements. Il pleuvait. Je tremblais, non pas de froid, mais de la réalisation terrifiante que je n'avais nulle part où aller. À l'intérieur de la maison, à travers la baie vitrée, je pouvais les voir dîner, Gérard et sa fille biologique, Camille. Ils coupaient dans des steaks épais et saignants. La lumière jaune et chaude du lustre scintillait sur les verres en cristal. Je venais de manger un sandwich froid fait avec le quignon du pain parce que Gérard disait que le steak était pour les gens qui contribuaient. Je me suis souvenu d'avoir frappé à la vitre, suppliant de pouvoir rentrer juste pour la nuit. Gérard avait ouvert la porte, me dominant de toute sa hauteur, exactement comme il le faisait maintenant. « Tu devrais être à genoux pour me remercier », avait-il dit, sa voix dégoulinant de ce poison écœurant et moralisateur. « Je t'ai mise à l'abri pendant 10 ans. Je t'ai nourri. Je t'ai vêtu. Et tu n'étais même pas de mon sang. Sais-tu quel fardeau tu étais, Sophie ?
Sais-tu combien ça coûte d'entretenir une erreur? Et je l'avais cru. Dieu m'en soit témoin, je l'avais cru. Je m'étais agenouillé sur ce béton mouillé et l'avais remercié pour les miettes. J'avais passé les 14 années suivantes à porter le poids de cette dette, croyant que je n'en valais pas la peine, croyant que je devais des excuses à l'univers simplement pour exister. Mais c'était le piège. La prise de conscience m'a frappé plus fort que les menottes. Ce n'était pas de la charité. C'était du camouflage. Il n'avait pas élevé une belle fille, il avait caché un témoin. Chaque fois qu'il me faisait me sentir petite, chaque fois qu'il me disait que j'avais de la chance qu'il ne me jette pas à la rue, il me conditionnait. Il m'entraînait à être reconnaissante pour ma propre prison. Il avait besoin que je sois brisé pour que je ne pose pas de questions. Il avait besoin que je sois désespéré pour que je ne regarde pas mon propre acte de naissance. Il n'était pas mon sauveur. Il était mon geôlier. La peur qui m'étouffait depuis que j'étais entré dans le bâtiment s'est évaporée. Elle ne s'est pas estompée. Elle a été incinérée par un éclair de rage pure et salvatrice, chauffée à blanc. Il pensait traîner une petite fille effrayée en prison. Il pensait s'occuper de Sophie, le fardeau. Mais Sophie n'existait plus. J'ai planté mes talons dans le sol. J'ai arrêté de me débattre contre la prise de l'adjoint et, à la place, je me suis laissé aller complètement, laissant tomber tout le poids de mon corps. C'est une astuce que l'on apprend quand on essaie de déplacer des meubles lourds seul. Un poids mort est impossible à déplacer avec grâce. La chute soudaine les a pris par surprise. L'adjoint à ma gauche a trébuché, sa prise se relâchant. Nous nous sommes arrêtés brusquement à 3 mètres des ascenseurs. « Lève-toi » a grondé Gérard en tirant sur mon bras. « Arrête de faire une scène. » Je ne me suis pas levé. J'ai planté mes pieds et j'ai lentement redressé ma colonne vertébrale, tirant sur les menottes jusqu'à ce que la chaîne soit tendue. J'ai tourné la tête et regardé Gérard droit dans les yeux. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas bronché. Je n'ai pas baissé les yeux. J'ai regardé droit l'homme qui avait volé ma vie, et je l'ai laissé voir exactement ce qu'il avait créé. La victime avait disparu. Le témoin était réveillé, et elle s'apprêtait à réduire son monde en cendres. Vérifiez l'horodatage. Mon cri a déchiré le hall, résonnant contre les murs de marbre comme un coup de feu. Ce n'était pas un appel à l'aide. C'était un ordre. Les adjoints ont hésité, baissant les yeux vers moi. Pendant une fraction de seconde, la confusion sur leur visage m'a donné l'ouverture dont j'avais besoin. Je n'ai pas essayé de me lever. J'ai croisé le regard de Moreau, qui courait vers nous, sa main se dirigeant vers la radio sur son épaule. Le mandat, ai-je hurlé, ma voix se brisant mais forte. Vérifiez l'heure à laquelle il l'a signé. Gérard m'a donné un coup de pied violent dans la jambe. Faites-la taire. Mettez-la dans l'ascenseur. Mais il était trop tard. Moreau n'a pas ralenti. Il n'a pas posé de questions. Il a jeté tout son poids contre les portes de l'ascenseur juste au moment où elles se fermaient, les forçant à se rouvrir dans un crissement de métal. 2 officiers en uniforme de la brigade de protection ont surgi du poste de contrôle de sécurité, les mains sur leurs armes, barrant le chemin de Gérard. « Halte » a aboyé Moreau. Sa voix n'était pas le ton calme et apaisant qu'il avait utilisé dans le bureau. C'était la voix d'un homme qui commandait des forces d'intervention. Personne ne bouge. C'est une obstruction à la justice, a rugi Gérard, la sueur perlant sur son front. Je suis un commissaire, et j'exécute une arrestation légale. Montrez-moi le mandat, a exigé Moreau en tendant la main. Il n'a pas demandé, il a attendu. Gérard a serré le papier contre sa poitrine pendant une seconde, un tic, celui d'un joueur de poker qui cache une mauvaise main. Puis, réalisant que 3 armes de service étaient pointées dans sa direction, il a jeté le papier froissé à Moreau. Lisez et pleurez, agent. Vol qualifié, signé par le juge Lambert ce matin. Moreau a déplié le papier d'un coup sec. Il l'a parcouru une fois du regard, puis a levé les yeux vers l'horloge numérique au-dessus du bureau de la sécurité. Ensuite, il a regardé les moniteurs de sécurité derrière le poste de garde. « Vous êtes négligent, Gérard » a dit Moreau, sa voix tombant dans un calme terrifiant. Il a retourné le papier pour que les adjoints puissent le voir. Ce mandat a été signé à 8 heures précises. Il a pointé un doigt vers le moniteur de sécurité sur le mur. Mais les caméras de ce bâtiment ont enregistré l'entrée de Sophie par les détecteurs de métaux de l'entrée nord à 7h45. Le hall est devenu complètement silencieux.
Elle est sous la garde des autorités de l'État depuis qu'elle est entrée, a dit Moreau en se rapprochant de Gérard. À moins qu'elle ne puisse se téléporter, elle n'aurait pas pu voler des bijoux de votre maison à 8 heures si elle se tenait dans mon hall un quart d'heure plus tôt. Les adjoints qui me tenaient ont desserré leur prise. Ils se sont regardés, puis ont regardé Gérard. Ils ont réalisé qu'ils n'exécutaient pas une arrestation. Ils étaient complices d'un enlèvement en cours. C'est une faute de frappe, a crié Gérard, des postillons s'échappant de sa bouche. Le greffier a fait une erreur sur l'heure. Elle les a volés la nuit dernière. Le mandat dit ce matin, a répliqué Moreau. Et si vous avez menti dans une déclaration sous serment pour le faire signer, c'est un parjure. Si vous essayez de faire sortir un témoin protégé d'ici sur la base de fausses accusations, c'est un enlèvement. Moreau a fait signe à ses gardes. Libérez-la maintenant. Les adjoints ont lâché mes bras comme si j'étais en feu. J'ai reculé à 4 pattes sur le sol, mettant de la distance entre moi et l'homme qui avait volé ma vie. Gérard se tenait seul au centre du cercle. Son visage était un masque de rage violette. Il a regardé ses adjoints, qui reculaient. Il a regardé Moreau, qui le fixait avec un mépris glacial. Il m'a regardé, moi, me relevant, frottant mes poignets meurtris, n'étant plus la fille effrayée qu'il pouvait intimider pour la faire taire. Il a réalisé qu'il ne pouvait pas se sortir de cette situation par la parole. Son autorité ne fonctionnait pas ici, et c'est à ce moment-là qu'il a craqué. « Je ne pars pas sans elle », a crié Gérard. Sa main a volé vers sa ceinture. Il n'a pas dégainé son pistolet de service, il savait que cela le ferait tuer sur le champ. Au lieu de cela, il a arraché son pistolet à impulsion électrique de son étui, le plastique jaune brillant sous les lumières du hall. Il l'a pointé sur Moreau. « Reculez », a-t-il hurlé, sa voix se brisant de désespoir. « Je prends la garde de cette suspecte. Quiconque interfère se fait neutraliser. » Il était fou, tenant un agent de la police judiciaire en joue dans un bâtiment de l'État. Mais j'ai regardé ses yeux, grands et frénétiques, et j'ai réalisé qu'il n'essayait plus de m'arrêter. Il savait que c'était fini. Il essayait juste de survivre aux 5 prochaines minutes. Les gardes ont réagi instantanément. 3 Six Hour ont été dégainés, pointés sur la poitrine de Gérard. « Lâchez l'arme », a ordonné Moreau. « Maintenant ». Pendant un instant, on aurait dit que Gérard pourrait les forcer à lui tirer dessus par pur dépit. Puis la folie a quitté ses yeux. Il n'était pas un martyr, juste une brute. Il a jeté le pistolet à impulsion électrique sur le sol de marbre et a levé les mains. « Très bien », a-t-il ricané. « Faisons les choses correctement. » Il a mis la main dans sa veste. Les gardes se sont tendus, mais il a sorti un document, le dépliant d'un geste expert. « Vous m'avez eu », a dit Gérard d'un ton léger. Le mandat était faux. J'étais au courant de l'enlèvement. J'ai aidé à le couvrir. Il m'a regardé droit dans les yeux, en souriant. Je t'ai gardé. Je t'ai caché. J'ai volé ta vie. Moreau s'est avancé avec des menottes. C'est un aveu. Vous êtes en état d'arrestation. Gérard a ri. Non, je ne le suis pas. Regardez le calendrier. L'enlèvement a eu lieu en 1991. Le délai de prescription a expiré en 2011. La pièce est devenue silencieuse. Moreau n'a pas bougé. Gérard a saisi l'occasion. Vous ne pouvez pas me toucher pour enlèvement ou fraude. Je suis libre, et légalement, vous êtes toujours incompétente. Je contrôle vos actifs. Il s'est tourné vers la porte. Je vous poursuis tous en justice. Vous avez raison pour la prescription, a dit calmement Moreau, l'arrêtant net. Mais vous avez oublié une règle. Gérard a froncé les sourcils. Laquelle ? Moreau a soulevé un dossier épais. La doctrine de la fiducie par interprétation. Vous ne possédez pas les biens obtenus par la fraude. Vous les détenez pour la victime. Le dossier a heurté le banc avec un bruit sourd. Nous avons retracé les paiements de la rançon, les allocations de famille d'accueil, les investissements. C'est mon argent, a sèchement répliqué Gérard. Non, ai-je dit en m'avançant. Vous l'avez juste géré pour moi. La voix de Moreau était glaciale. La fraude civile n'est pas prescrite lorsque la victime était mineure. Vos actifs sont gelés. Votre maison est saisie. Vos comptes appartiennent à la victime. Il m'a pointé du doigt. Tout appartient à Léa. Gérard a reculé,
terrifié. Pas par la prison, mais par la perte de tout. Mais je suis le commissaire. Vous avez blanchi de l'argent et fait de fausses déclarations d'impôts, l'a interrompu Moreau. Pour ça, les délais courent toujours. Les gardes ont bougé cette fois. Gérard a hurlé alors que les menottes se refermaient. Tu n'es rien, ai-je murmuré. Le hall est tombé dans le silence. Moreau a fait glisser un papier vers moi. Autorisation de transfert d'actifs. Vendez tout, ai-je dit en signant. Assurez-vous simplement qu'ils ne reviennent jamais. Je n'avais plus rien, mais j'étais libre. La lumière du soleil a inondé le hall alors que 2 silhouettes se sont précipitées à l'intérieur. Je n'avais pas besoin de preuves. Je le sentais dans mes os. Léa, a murmuré la femme. Je suis là. Ils m'ont serré dans leurs bras comme s'ils n'allaient jamais me lâcher. Pour la première fois, j'étais chez moi.